Oumar Adéanjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Hector. Hugues Hector Sogo, bonjour. Bonjour Maury, bonjour Oumar, bonjour à tous les amoureux qui nous suivent en ce moment. Ah ouais, parce que vous êtes amoureux. Je le suis. Ben, heureusement que vos deux cravates sont proches. Voilà, mais on verra tout ça tout à l'heure, les couleurs, je parle des couleurs. Alors, on va rapidement y aller puisque je suis avec des amoureux sur ce plateau. Et puis, quand il parle d'amoureux, il rit, hein. Il rit, il est heureux, il est heureux. Quand on est amoureux, on est heureux. Quand on est amoureux, on est heureux. Vous n'avez pas remarqué que je suis devenu tout extraordinaire sur le plateau ce matin, tout rayonnant, parce que l'amour m'a visité. Ah bon, ce n'est pas vous qui avez visité l'amour. L'amour m'a visité. La visitation de l'amour. D'accord, bon, on va y aller d'abord, parce qu'on va parler de tout ça là tout à l'heure. La façon dont l'amour vous a visité, dans quel état vous êtes. On aura l'occasion de parler de tout ça. Alors, on va parler maintenant de cette démarche qu'on peut appeler sage du président Boni Yayi qui formule des vœux à Olo et Robert Dossou. Olo et Robert Dossou sont des anciens présidents de la Cour constitutionnelle au Bénin, mais lorsque Yayi, l'ancien président Thomas Boni Yayi arrive à aller rendre visite à ces deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'en tant qu'analyste politique, cela ne vous fait pas réfléchir, Hugues Hector Sogo? Est-ce que c'est une démarche simple, normale, ou c'est pour parler de la République? Nous nous retrouvons pratiquement dans le second mois de l'année 2025. Quand on doit formuler les vœux, c'est normalement la première quinzaine du mois de janvier. C'est tout le mois de janvier. À la limite, nous avions su que le président du parti, les démocrates, donc l'ancien président Boni Yayi, a été un peu souffrant en début d'année. Donc, par conséquent, on peut considérer que ce retard qu'il est en train d'observer, c'est lié au calendrier sanitaire. Et c'est une très bonne démarche de chercher à prendre contact avec des anciennes figures qui ont occupé des postes stratégiques à la tête de nos différentes institutions. Quand on parle de Maître Robert Dossou, quand on parle du professeur Théodore Olo, c'est quand même des personnalités qui, comme vous l'aviez rappelé tout à l'heure, ont occupé le poste de président de la Cour constitutionnelle de notre pays, donc la plus haute instance de juridiction. Alors, un ancien chef d'État qui prenne par devers lui la responsabilité d'aller vers eux pour formuler des vœux du nouvel an, a priori, c'est une bonne chose. Mais on se retrouve dans une période où on peut aussi analyser autrement cette sortie ou cette visite de l'ancien président Boni Yayi. Parce que l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, on ne nous a pas dit que le président a rendu visite à ces deux anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Je ne voulais en fait pas prendre le risque de le dire parce que je n'ai pas pu vérifier. Mais moi, je suis sur ce plateau. Voilà, au moins 2 fois par semaine, je vois les quotidiens. Et si j'ai bonne mémoire, cette démarche n'avait pas été effectuée l'année dernière. Ça me rassure donc de ce que nous sommes donc en train de partir vers une période où toutes les cartes doivent être jouées. La période, c'est donc les élections générales de 2026. Et vous savez, pendant toute l'année 2024, les figures à qui l'ancien président Boni Yayi a pu rendre visite n'ont pas manqué de faire des déclarations à connotation politique. C'est des personnalités qui ne sont pas restées effacées comme d'autres. Et pour ce qui concerne les sujets d'intérêt national, ces personnalités-là se sont toujours prononcées. Et quand je prends par exemple le code électoral de notre pays, vous connaissez clairement la position de ces deux grandes personnalités de notre pays. Quand vous vous intéressez un peu au mode de gouvernance de l'actuel chef d'État, surtout quand on parle de liberté d'expression dans le pays, vous connaissez également la posture qu'adoptent ces deux grandes figures de la République.
Et donc aujourd'hui, Boni Yayi, qui se retrouve être le président du plus grand parti politique de l'opposition de notre pays, va forcément chercher à rallier des figures qui partagent, je vais dire, des points de vue et qui ont forcément rapport avec la ligne éditoriale de son parti politique. Ça ne veut forcément pas dire que les déclarations, que ce soit de Maître Robert Dossou ou du professeur Théodore Olo, c'est forcément dans l'intérêt du parti politique, les démocrates. Mais il se fait que là, on est en train de partir vers une période assez sensible. Et ce genre d'exercice permet en réalité au président du parti de pouvoir démontrer aux populations qu'il a derrière lui de grandes figures sur qui il compte. Et donc, par conséquent, de ne pas peut-être penser que c'est seulement les démocrates qui mènent le combat aujourd'hui contre le président Patrice Talon. La preuve, vous ne l'avez pas vu rendre visite au professeur Joseph Diogbenou, par exemple. Et pourtant, le professeur Joseph Diogbenou se retrouve dans la même posture, ancien président de la Cour constitutionnelle de notre pays, le Bénin. Donc, pour moi, ce n'est pas que des vœux qui ont été formulés, mais cette sortie, on la place sous l'angle de vœux formulés. Mais de consultation peut-être. Non seulement de consultation, mais aussi une rencontre au cours de laquelle on demande à ces personnalités-là de pouvoir soutenir le parti, les démocrates. Parce que la réalité, c'est qu'on est en train de vouloir que le code électoral soit encore modifié avant qu'on ne parte pour les élections. Donc, voir toutes ces personnalités-là dans un même creuset, mettre une certaine pression sur l'autorité d'État, ça pourrait faire basculer d'une manière ou d'une autre les statistiques de départ. Donc, l'opposition est dans son rôle et son premier leader charismatique, qui est l'ancien président de la République, Boni Yayi, sait très bien jouer sur les cartes en ce moment. Très bien. Omar Anjou, je me retourne vers vous. Vous avez écouté Hugues Hector Zogo. Est-ce que cette façon de procéder, qui est de voir les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, vu le souhait du Parti des démocrates à revoir le code électoral, est-ce que cela pourrait mettre de pression au sommet de l'État, comme il le dit? Bon, mettre de pression, je ne suis pas très sûr, parce que, enfin, quand on observe bien, en tout cas, la manière de fonctionner de l'actuel régime, c'est des gens qui restent, enfin, je ne sais pas. Et quand on se souvient de la dernière partie du discours du chef de l'État à l'Assemblée nationale, lors de sa sortie, où il s'est adressé le message sur l'état de la nation. On se rappelle de la dernière partie, aucun truc là. Bon, est-ce que c'était forcément lié au code électoral? Bon, non, je ne dis pas dire que c'est lié. Quand on se rappelle des propos forts qu'il a eu à tenir, c'est pour dire que c'est pas sûr que j'apporte de l'eau à votre moulin. C'est pour dire que c'est pas sûr que cela puisse influencer. Voilà, c'est pas forcé que ça mette la pression sur qui que ce soit. Enfin, le président Patrice Talon, on le connaît, c'est un homme de rigueur, c'est un homme de discipline, un homme de comment on appelle, qui se met sur sa ligne droite et évolue selon donc ses prévisions. C'est pas quelqu'un que quelqu'un peut influencer comme ça du jour au lendemain, je ne pense pas. Maintenant, qu'un citoyen, le président Boni Yayi, aille présenter ses vœux à d'autres citoyens, ça, moi, je pense que c'est plutôt normal. Maintenant, connaissant l'animal politique qu'est le président Boni Yayi, on sait forcément que, voilà, il y a forcément quelque chose à gratter sur le plan politique, c'est clair. Maintenant, au-delà de tout ce que Hector a dit, parce que tout ce que Hector a dit, il n'y a rien qui soit complètement faux, c'est une belle analyse, mais moi je me dis peut-être aussi que le président Boni Yayi, compte tenu de tout ce qu'il y a comme débat en ce moment, nous sommes à une période de transition
enfin, nous approchons de la période, je vais dire, de transition où nous devons passer peut-être d'un président à un autre. Donc, il va également, peut-être, le président Boni Yayi, prendre l'avis de ces personnes-là. Parce que, quand vous observez très bien, le recours, enfin, je ne sais pas moi, la requête de l'un des Christians à la Cour constitutionnelle a été jugée irrecevable. Voilà. Donc, et on n'a pas eu, on n'a pas eu la réponse. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas vocation à expliquer la Constitution à qui que ce soit. C'est pas ça son rôle. Elle est là plutôt pour les litiges, voilà, c'est-à-dire départager deux personnes qui ne s'entendent pas ou bien une décision qui a été prise, venir donc confirmer ou ne pas confirmer. Donc voilà, c'est-à-dire en lien bien sûr avec la Constitution. Donc la Cour n'a pas vocation à expliquer. Mais par contre, Olo et Dossou, qui de mieux pour expliquer la Constitution béninoise à qui que ce soit au Bénin? Voilà, donc le président Boni Yayi peut partir également dans cette démarche-là, au-delà de tout ce que toi as dit, bon, c'est possible. Mais moi, je préfère voir ça dans ce sens-là. Je vous vois. Ok, voilà, et depuis un moment, on explique un certain nombre de choses. Moi je veux votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il paraît que l'histoire de l'Inde n'est pas recevable. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que nous sommes au Bénin? Est-ce que... Donc, il va poser toutes ces questions-là. C'est possible également, parce que Olo, Dossou, enfin, je le dis encore et je le répète, il n'y a pas mieux que ces deux ténors-là pour expliquer la Constitution béninoise. Donc, peut-être aussi c'est un signal que le président Boni Yayi aussi envoie à tous ceux qui ont envie de comprendre de quoi tout cela retourne, d'aller vers donc, ces personnes ressources-là qui sont plutôt disposées aussi, je crois. Moi, j'ai vu sur les réseaux et le président Olo qui expliquait un certain nombre de choses par rapport au fait que nous soyons entrés ou pas dans une nouvelle république. Voilà. Donc, voilà, moi, je préfère voir ça dans ce sens-là. D'accord. Malgré tout ce que nous disons sur ce plateau par rapport au vol de Atassi dans les écoles primaires, vol de vivres, on remarque quand même qu'il y a certains enseignants qui n'ont pas encore compris que les choses ont changé et qu'il n'y a plus de place à ces gens de détournement. Un quotidien nous parle de vol de vivres à Matéri et puis des enseignants qui sont déposés. Moi, je trouve quand même que c'est honteux. C'est plutôt honteux et c'est très grave, malgré la sanction, malgré tout ce qu'on dit par rapport à ces choses. Malgré tous les directeurs qui ont été relevés de leur poste juste pour ça. C'est extrêmement grave. Vous êtes payé à la fin du mois. Vous êtes des fonctionnaires, vous recevez votre salaire. Le peu de vivres qu'on envoie dans les écoles pour maintenir les enfants à l'école. Parce que les enfants, la plupart du temps, dans ces régions assez reculées, le principal, c'est manger. Vous l'avez toujours rappelé Voilà, ici. je l'ai toujours rappelé. Et le gouvernement a trouvé le moyen de maintenir ces enfants à l'école. Dès l'instant où ils n'ont pas faim, ils ont tendance à rester à l'école pour apprendre. Et c'est le meilleur, apprendre à nos enfants, former nos enfants, c'est la meilleure manière d'offrir donc ce capital humain de qualité au Bénin. Et c'est ça le soubassement de tout développement, un capital humain de qualité. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on envoie la nourriture, du maïs, du riz, d'un peu de haricots. Ce n'est même pas des choses extraordinaires, vous savez. Ce n'est pas des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc c'est des choses très simples qu'on envoie aux enfants pour les maintenir pas des choses qui ne sont pas dans leur champ. Voilà. Donc, pour les maintenir à l'école, et vous permettez de prendre 2-3 sacs de temps, je ne sais pas comment ça se passe, ou bien même de détourner ça. Enfin, c'est quand même inadmissible. Et moi, je dis toujours, contre ces gens de pratiques-là, il faut sévir avec la dernière rigueur. Il faut sévir avec une très grande rigueur. Quand la sanction est lourde, vous allez voir, tout de suite, les gens vont se ressaisir. Mais si on continue à faire de petites sanctions, on garde quand même son salaire, on quitte simplement le poste et tout ça, les gens ne vont peut-être pas comprendre. Pourquoi détourner de la nourriture destinée à des enfants? C'est insensé. C'est insensé. Alors que vous avez votre salaire, vous avez d'autres moyens. Si vous avez faim, il y a d'autres moyens de revendiquer, il y a d'autres moyens de dire, voilà, nous on a faim, mais voler de la nourriture qui est réservée à des enfants de surcroît, c'est très grave. Voilà. Et puis, vous savez, cette nourriture-là également, ce n'est pas seulement le Bénin peut-être qui le sait, il y a d'autres organisations internationales qui sont à nos côtés, qui nous aident dans ce sens-là. Quelle image on renvoie à toutes ces personnes extérieures-là, à toutes ces organisations non gouvernementales qui viennent nous aider? L'image de quel Béninois donnons-nous donc à toutes ces personnes-là? Voilà. Donc il faut faire très attention et moi je pense que les autorités doivent tirer à un moment la sonnette d'alarme pour que cela ne se répète pas. La nourriture réservée aux enfants, c'est pour les enfants.
Donc les délinquants, qu'ils quittent les rangs des enseignants, qu'ils aillent faire autre chose, quoi. Vraiment, à un moment, il faut vraiment sanctionner avec la dernière rigueur. Hugues Hector Zogo, malheureusement, des enseignants continuent de s'adonner à ces pratiques peu recommandables. Est-ce que ces personnes pensent à leur famille et pensent à leur vie? Parce qu'ici, il faut se retrouver. S'il faut vous déposer en prison parce que vous avez volé les vivres destinés aux enfants, je pense quand même que cela ressort d'une non-prise de conscience. C'est au-delà de la non-prise de conscience parce que, voyez-vous, nous sommes partis de l'éducation nationale au ministère sectoriel dans notre pays. Et je pourrais même dire que c'est la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui au niveau du système éducatif. On ne peut pas partir de l'éducation nationale pour aujourd'hui nous retrouver avec les ministères sectoriels. Parce que dès que vous vous retrouvez avec les ministères sectoriels, le sens de l'éducation n'est plus au rendez-vous. Ce qu'on voit tout de suite là, c'est l'instruction. Et donc, par conséquent, les personnes qui sont appelées à pouvoir accompagner nos enfants au niveau des écoles publiques comme même privées, ont pour priorité dans la tête l'instruction des enfants et ça s'arrête là. Ils ne voient plus le volet éducatif. Mais vous savez, quand vous vous retrouvez sur un plateau de télévision et que vous deviez donner des conseils à toute une communauté, alors que vous-même, vous n'incarnez pas l'exemple, ça pose un problème. Donc, à des moments donnés, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Il y a l'autocritique qui fait que vous vous posez la question de savoir, mais ce que je transmets comme message, est-ce que je le porte? Est-ce que je porte le message que je transmets? Parce que c'est ça la vraie question. On dit, ce que tu portes parle si fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ce que tu portes parle si fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ceux-là qui aujourd'hui vont se retrouver en prison ou sont déjà en prison pour avoir volé des sacs de riz ou des sacs de maïs, je ne sais quoi, destinés à pouvoir maintenir l'équilibre de ces enfants-là à l'école, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ont porté l'éducation dans leur conscience? Parce que s'ils portaient l'éducation dans leur conscience, le moment où ils ont été emmenés à aller chercher le sac, leur conscience doit pouvoir les interpeller. Ils doivent pouvoir se dire, attention, ce que je fais là, ce n'est pas bien. Il n'y a pas de la morale, il n'y a pas de l'éthique. Mais, ok, je considère que vous êtes dans le besoin. Mais si vous êtes dans le besoin, allez en parler à quelqu'un d'autre. Mais n'allez pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'au moment où vous le faites, vous deviez toujours vous dire, et si on me mettait la main dessus? Quel est le message que je renverrais à la société en ce moment? Là maintenant, ce n'est pas que, vous l'aviez dit, ils sont, ou du moins s'ils ont mis en difficulté toute leur famille, parce qu'on dira, voilà, quand vous verrez les enfants de ces personnes-là dans la rue, on dira, c'est leur papa qui a volé des sacs de riz. Et combien de sacs ont-ils volé aujourd'hui? Quand on vole du riz et du haricot, ça fait atassi. Oui, ça fait du atassi, ça fait peut-être marrer. Mais moi, je suis peiné. Je suis peiné parce que je me dis, est-ce que ceux-là, ils pensent effectivement au message, voilà, à leur nom. Il y a ce qu'on appelle la réputation. Nous pouvons rester, nous pouvons être pauvres, mais rester dignes. J'ai faim, je vous appelle pour dire, Maury, j'ai faim. C'est pas la même chose que de venir à la télévision, de prendre peut-être un équipement et d'aller vendre. Et dès qu'on fait l'enquête, on découvre que c'est Hector qui a pris cet équipement-là et qui l'a vendu. Mais quand on va m'exposer demain, quelle est l'image que je renvoie? Que dira ma famille de moi? Que diront les gens de ma famille? Donc, je ne sais pas ce qu'on peut dire à ces personnes-là, parce que c'est une question d'éducation et c'est individuel, cette prise de conscience-là. On aura mené une dizaine de plateaux durant des heures ici. S'ils ne sont pas prêts à comprendre que c'est une question
de réputation, ils vont, juste après l'animation de nos plateaux, ils vont encore sombrer dans ces travers. C'est dommage qu'on se retrouve dans le monde de l'éducation à vivre ce genre de scénario. Parce qu'on a quand même, moi j'ai connu de brillants enseignants, de brillants éducateurs, mais qui m'ont inculqué des valeurs dont je suis fier. À des moments donnés, je vous dis, puisque nous sommes en train de parler de l'amour, la couleur rouge, j'avais une maîtresse, Madame Aglo, je la célèbre sur le plateau aujourd'hui. C'était ma maîtresse en classe de CM1. Dès que vous la voyez avec sa robe de couleur rouge sur sa motobécane, vous savez qu'il n'y a pas de récréation. Vous savez que ça va chauffer. Vous savez qu'il n'y a pas de récréation. Vous l'avez beaucoup aimé, cette maîtresse. Je vous dis, elle était très belle, apparemment. Non seulement elle était très belle, mais elle s'investissait. Comment un petit deuxième peut voir la beauté de sa maîtresse? Ne faites pas comme le président Macron. Monsieur, vous êtes vicieux. Non, laissez-moi aller au bout. Ne faites pas comme le président Macron, je veux dire. Vous savez qu'il n'y a pas de la récréation. On sonne la récréation, mais vous ne partez pas à la récréation. Pourquoi? Parce que juste après votre récréation, quand vous revenez, il y a la mathématique qui vous attend, l'algèbre qui vous attend. Et donc, elle ne veut pas savoir, comment je vais dire, elle ne veut pas savoir si vous avez mangé à la récréation ou si vous n'avez pas mangé. Pour elle, vous deviez connaître les tables de multiplication. Avec le truc rond là, qu'on fait là, et on prend calcul mental. Le calcul mental. Je vous dis, à droite. Je vous dis, même quand on dit le dernier de la classe, avec cette dame-là, même le dernier de la classe, il est bon. Il est bon. Donc, c'est-à-dire, il y a des enseignants qui nous ont tous marqués dans notre parcours durant. Donc, ce que je vis aujourd'hui, ça fait du chagrin pour moi. Je me dis, mais alors, quel est le message qu'il véhicule à ces enfants-là? Il véhicule aux enfants qu'ils peuvent voler. Ils peuvent être des cadres voleurs. C'est ce qu'il y a de plus écœurant dans cette affaire-là. C'est incroyable, quoi. Ceux qui sont censés être les exemples. Oui. Et ceux qui sont censés former des enfants. Inculquer des valeurs aux enfants. Ça dit que c'est très grave, en fait. Quand l'enfant ne verra plus son maître, on va dire le maître est passé, on va dire il a volé. Il a volé. Et ça, vous voyez, c'est pas très bien. Et c'est là où je dis, il faut sortir, il faut les extirper des rangs des enseignants. C'est très important. On ne peut pas, mais depuis le temps qu'on chante cette histoire-là, il ne faut pas voler les vivres. On en a tellement parlé ici. Voilà, destinés aux enfants. Hein? On veut former une jeunesse de qualité. Et cette jeunesse de qualité, voilà ceux qui doivent les former. Voilà leur comportement. Voilà, il faut sévir à un moment. C'est triste, ce n'est plus une question de conseil, de discipline, tout ça là. Il faut les sanctionner avec la dernière rigueur. Il faut les extirper des rangs, comme l'a dit Oumar, et puis parce qu'ils ne sont pas des exemples pour ces enfants-là qui sont en train de former. Pas du tout. C'est vrai, je suis d'accord qu'on puisse les extirper du lot. Mais avant de pouvoir les extirper, je voudrais être rassuré aussi que l'État pourra mettre suffisamment de moyens à disposition. Parce que dès que vous offrez suffisamment de moyens à quelqu'un pour qu'il assume convenablement sa mission, et il ne volera pas? Dès qu'il tombe sous le coup de la loi, vous avez la possibilité de sévir. Je comprends votre avis, Hector, mais je suis obligé de réagir. Rien ne doit être une situation atténuante pour cette histoire-là. Non, je ne absolument, dis mais absolument rien. Non, je ne dis pas. Absolument rien. Leur salaire, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à quitter le métier et aller faire autre chose. Ou bien, si ça ne leur plaît pas, il y a d'autres moyens de revendiquer leur salaire. Mais trouver une situation atténuante pour le fait de voler des vivres destinés aux enfants, moi, je ne veux même pas entendre parler. Je ne dis pas qu'il faut trouver une situation atténuante pour ces personnes qui volent. Mais je voudrais aussi qu'au même moment où nous sommes aujourd'hui assez durs envers ces personnes
entre griffes. Oui, ça, on fera le débat un autre jour, on en parlera. Oui, parce que c'est normal que les enseignants soient dans de bonnes conditions aussi. Ça, on va en faire le débat. Non, laissez-moi aller. Non, laissez-moi aller. On va passer à un autre sujet. Qui me laisse quand même. Parce qu'il donne le temps pour dire qu'on fera le débat après. Oui, si vous voulez. Je saisis la balle. On fait l'autre sujet tout de suite. Et après, maintenant, on revient sur les conditions des enseignants. Et là, on va en parler. Le CA Gbeyon, Pierre Gbeyon, en guerre contre l'occupation anarchique des espaces publics, c'est à croire que les bonnes dames dans les marchés ne prennent pas conscience de la situation. Un véhicule, à tout moment, peut déraper, on ne le souhaite pas. Mais pourquoi rester sur les trottoirs pour vendre alors qu'on a construit des hangars pour elles, pour rester à l'intérieur du marché, au point où ils obligent le CA Pierre Gbeyon à descendre dans les marchés et une fois encore à crier son ras-le-bol, parce que la sensibilisation n'a pas été suivie jusque-là. Elles partent, elles reviennent. Regardez le marché d'Akasato à côté, regardez le marché de Togba, c'est les mêmes scènes. Hugues Hector Zogo. Pourquoi vous êtes surpris de vivre ce genre de scénario? Moi, je n'en suis pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est même au niveau de nos mairies qu'on va rechercher des taxes chez ces bonnes dames-là. Vous venez chercher des taxes. Ça quoi avoir? Rechercher des taxes n'est pas venir rester sur les trottoirs, les atteints. Mais vous savez que... Même si elles restent dans les marchés, on viendra chercher les taxes. Est-ce que vous savez que des agents au niveau de nos mairies vont chercher des taxes chez des bonnes dames qui s'installent au bord de nos trottoirs? C'est déjà là, en fait. Ce n'est pas... Ou bien elles fuient les taxes plutôt à l'intérieur du marché, elles viennent s'installer. Non, pas forcément. Mais c'est-à-dire que quand, à un moment donné, l'autorité qui ne doit pas tomber dans les travers le fait, mais la personne qui, entre griffes, se retrouve dans la posture de « je ne dois pas me comporter de cette manière-là », se dit « bon, on est en train de m'accompagner ». Et par conséquent, l'État vient chercher les sous chez moi. Parce que quand la mairie vient chercher les taxes, pour ces bonnes dames-là, c'est l'État qui est venu prendre de l'argent chez eux. Donc pour moi, le combat que le CA est en train de mener, c'est déjà au niveau du conseil communal. C'est déjà le conseil communal qui doit voir le service qui va rechercher des taxes chez les bonnes dames-là, de dire à partir de maintenant, vous arrêtez. Vous ne prenez plus de taxes chez les bonnes dames qui s'installent le long des trottoirs. Et la police prend sa responsabilité. Je le dis souvent, nous sommes un pays... Autrement dit, voulez-vous dire que c'est ces prélèvements de taxes qui légalise ce comportement de ces dames qui occupent les attelles, les trottoirs. Ça les réconforte dans leur posture. Ça les réconforte parce qu'elles se disent, bon, on est là, on est en train de vendre, l'État ne viendra pas. Donc, l'occupation, c'est légitime. C'est légitime. Puisque si ce n'est pas légitime, vous n'allez pas venir rechercher des taxes chez elles. D'accord. Quand vous venez, ce que vous faites, c'est de dire, mesdames, là où vous êtes installés, ce n'est pas bien. Si vous continuez jusqu'à telle période, la police républicaine va commencer par sévir. C'est là les défis qui attendent le nouveau directeur général de la police. Il a été nouvellement installé dans ses fonctions. Voilà des défis qui l'attendent. Parce que je dis, ce que nous ne faisons souvent pas dans notre pays, c'est que dès qu'il y a des cas d'accident, c'est vrai qu'on n'en a pas encore connu pour autant, on va pas attendre que ça arrive. On est allé ramasser peut-être des bonnes dames au bord d'une voie. Mais dites-vous, dès que ça aurait... Dites-vous qu'on peut arriver à tenter un procès contre la police pour pareil cas. Parce que c'est à la police de veiller à ce que ces bonnes dames-là ne soient pas installées le long des trottoirs. Est-ce qu'on a l'effectif ou être partout à la fois? Ce n'est pas une question d'effectif. Aujourd'hui, on vous dit, si vous êtes à moto, vous deviez porter votre casque. Celui que vous aviez pris doit porter son casque. Est-ce qu'on a le nombre de policiers équivalents aux populations béninoises? C'est une disposition républicaine et vous exécutez. La police sait quelle stratégie mettre en place pour faire respecter ces choses-là. Le jour où on vient, on constate que vous avez installé votre marchandise sur le trottoir,
il y a de l'amende. On peut, si vous retrouvez, regardez tout ce qu'il y a comme marché construit aujourd'hui dans notre pays. Regardez la beauté de ces marchés-là. Mais les gens ne veulent pas s'installer dans les marchés et préfèrent s'installer le long des trottoirs. On va prendre l'avis de Omar. Oui, effectivement, tu as complètement raison. La première des choses à faire, c'est déjà empêcher ces personnes-là de venir donc, sur la chaussée, sur le trottoir. Ces espaces-là sont réservés pour autre chose. Je vais prendre des exemples très simples. Hein. Prenez les anciens, je ne parle pas des nouveaux marchés du président Talon, ça c'est non, ça c'est un autre voilà, niveau. C'est un autre comment on niveau. dit? C'est un autre level. Voilà, le standing n'est pas le même. Avec des marchés à parapluie. Revenons à nos marchés à ciel ouvert. Prenons même le marché d'Antokwa. Est-ce que vous savez que dans le marché d'Antokwa, là, il y a des chaussées réservées pour la circulation, même dans le marché. Oui, les pavés sont là. Tout est là, on devait pouvoir circuler. Normalement, dans tout le marché. Tout est prévu. Oui. Mais aujourd'hui, là, il faut dire à go, avant de passer. Même, vous connaissez le bâtiment Adjali où on vend là un peu. Quand vous rentrez, je vous assure, il y a des entrées où c'est compliqué de passer. Je vous assure, les bonnes dames quittent comment on appelle, le magasin pour venir même quelquefois se mettre au-dessus de là où on doit passer. Elles sont à l'affût des clients. Et ça, moi je dis, ça c'est un petit problème. C'est une question de discipline. Il faut discipliner les gens, simplement. Vraiment. Bon, moi je vais vous dire, hein, moi, je suis d'une famille de petits commerçants. Dans ma famille, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Au bord des trottoirs, dans Topa, dans les marchés, un peu partout, oui. Et donc, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas pouvoir dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Il faut se discipliner. Laisser la chaussée pour donc, la circulation, le trottoir pour comment on appelle, les riverains qui viennent dans le marché pour acheter, pour vendre, ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention. C'est une question de discipline. Et comme Hector l'a dit, l'ordre et la sécurité, c'est la police. Hein. C'est la police. Le marché à Kassato, on en parle tout le temps, mais dès que les policiers viennent, tout le temps, et le paradoxe, les policiers arrivent, elles courent. Voilà, et dès que les policiers repartent, ça. Pourquoi vous voulez présenter cette figure-là? Les policiers que vous voyez au niveau de ce marché-là, tout le temps, se retrouvent le long de la voie pour contrôler les pièces des conducteurs. Au même moment où, à côté, il y a des bonnes dames qui sont installées, il y a des titans qui passent et qui filent. Oui. Donc, moi, parfois, je me dis, quelle est l'urgence de contrôler les pièces que discipliner ces dames-là. Les deux sont importants, les deux sont urgents selon moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on perd très rapidement et qu'on perd de vue, c'est la détermination de ces femmes-là à rester à ces endroits-là, vendre, gagner de l'argent, aller nourrir leurs enfants. C'est une grosse détermination. Vous n'avez même pas idée de quoi elles sont capables. Donc, à un moment, la police aussi, c'est compliqué. Pour une personne qui est venue vendre, imaginez, il y a une bavure qui intervient parce que tout simplement, on veut coûte que coûte mettre de l'ordre. C'est nous-mêmes qui sommes les premiers à condamner les policiers. Il ne peut pas avoir de bavure parce qu'on connaît l'environnement. Mais vous ne connaissez pas la détermination de ces personnes. Je vous dis, dès que la voiture de la police démarre comme ça, c'est automatique. Juste derrière, elle commence à s'installer en même temps. Moi, je vous le dis, j'ai dans ma famille tous les jours. Voilà. Mais elles ont une détermination, mais elles ont une détermination. Mais écoutez, ce que je veux dire, c'est quoi? Quelles sont les solutions qu'on va trouver? C'est des personnes qui ont envie de vendre. Non seulement elles ont envie de vendre, mais elles arrivent à vendre. Oui. Elles arrivent à vendre à des gens dans le marché. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux les canaliser? Qu'est-ce qu'on fait pour mieux les... Il n'y a pas Donc c'est aux gens aussi qui gèrent le marché, vous avez dit tout à l'heure, ces espaces-là, de mieux organiser ces personnes-là. Moi je dis, il faut mieux les organiser. Ce n'est pas encore très grave. Ce n'est pas encore très grave. Elles ne sont pas en train de voler. Elles ne sont pas en train de faire elles ne sont pas en train de commettre un crime. Ce qu'elles sont en train de faire, c'est juste qu'elles ne sont pas disciplinées. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux les discipliner? C'est tout. Moi, je pense qu'il faut les discipliner. Parce que leur détermination est grande. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises la police à Kassato, même au marché d'Antokwa, on les dégage. Mais je vous assure, 5 minutes après le départ de la police, mais on va dire à tous ces policiers d'aller rester là-bas. Non, il faudrait quand même que nous puissions prendre nos responsabilités. Il faut installer les policiers dans les marchés. Non, c'est ce que vous vous souhaitez. Ils n'ont plus rien à faire. Ce n'est pas une question d'installer. Quand vous prenez les sujets de cette manière-là, vous allez laisser la police ne pas assumer sa fonction. Comment? Non! Parce qu'en réalité, sa fonction, c'est de rester dans les marchés, de demander aux femmes de quitter les trottoirs à tout bout de champ. Ce n'est pas une question d'installer la police dans les marchés. Si vous faites ça, nous allons nous retrouver dans une république où chacun se permet de faire
comme bon lui semble. On est dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a ce que vous deviez faire et ce que vous ne deviez pas faire. Écoutez, imaginez qu'il y ait un drame, qu'un titan ramasse peut-être une dizaine de femmes au bord des marchés là. Vous savez ce qu'il va se dire sur le président de la République? Ah ben, on n'a pas pris les dispositions. Oui. Vous ne lisez pas. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la réaction de nos concitoyens par rapport à l'autorité d'État. Quand on se retrouve par rapport à une question de vie, et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez alors? La police est à même aujourd'hui de trouver les stratégies adéquates pour mettre un terme à ce phénomène. Voilà. Moi, je vous ai dit, c'est pourquoi moi je propose. C'est pas moi qui ai demandé à la police aujourd'hui. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Bon, en fait, laissez-moi aller. Vous monopolisez la parole, c'est ce que vous voulez Non. Laissez-moi développer au moins. Ce n'est pas. Si vous ne voulez pas aller vite, je vais vous arracher la parole. Ce n'est pas moi qui ai demandé aujourd'hui à la police de prendre des mesures restrictives pour le citoyen qui ne porte pas son casque quand il est à moto. Donc, vous ne pouvez pas faire de propositions. La proposition, c'est que la police prenne ses responsabilités. Pour moi, il est question aujourd'hui qu'on mette fin à ce désordre. Les marchés sont construits. Regardez le nombre de milliards qu'on a mis dans les marchés. Bon, et puis la police ne joue pas son rôle. Je vous reviens. Vous allez la police ne joue pas son rôle. Que la police mette un terme à ce phénomène-là dans notre pays. Et que les CA ne descendent plus dans les marchés, que ce soit plutôt la police. Les CA et la police, ça va de pair. D'accord. La police fait son travail. Moi, j'ai vu la police à l'œuvre. La police fait effectivement son travail. Et je vous répète surtout à Kassato. Et que vous ne devez pas perdre de vue, c'est essentiel, la détermination des femmes à nourrir également leurs enfants, à nourrir leurs petites familles. Elles vont être les premières en vue à l'entrée du marché. Attendez, je vais vous expliquer. Je vous dis, moi, j'ai déjà assisté à plusieurs reprises à la scène. La police est là. Ils viennent. Ils dégagent tout le monde et tout est libre, dégagé. J'en ai vu à plusieurs reprises. Maintenant, on est sur la route tout le temps là. 5 minutes après le départ de la police, immédiatement les dames sont déjà là. Donc quand c'est comme ça, n'en parlons plus alors. Donc ce que je veux dire, non, vous avez dit ce que vous pensez. On va en parler, Hector, pour pouvoir demander à la police de développer une autre stratégie. Vous estimez que cette manière de faire, enfin, ce que je propose, c'est du laxisme. J'ai dit que ce n'est pas du laxisme. C'est qu'il ne faut pas prendre ça seulement dans l'angle où on doit coûte que coûte mettre de l'ordre. Non. Il faut prendre l'angle également. Il a été question des enseignants. C'est différent. Ça, c'est de la délinquance. Ça, c'est de la délinquance. Ça, c'est de l'indiscipline. Il y a une petite différence. En quoi les fautes ne sont pas du tout les mêmes. Une infraction reste et demeure une infraction. Oui, je suis d'accord avec vous. Et les infractions ne sont pas punies de la même manière. Vous êtes juriste. Il y a des gens, on dira, on vous condamne à, comment on appelle, je ne sais pas moi, quelque chose de 2 mois de sursis ou bien je ne sais pas comment vous faites. D'autres, c'est 20 ans. Voilà, et lui, on va lui donner 20 ans de prison. Donc, les crimes, les délits ne sont pas exactement les mêmes. Ce que je vois derrière, c'est la vie qu'il faut sauver. Et moi, je vais vous dire encore. Oui, la vie qu'il faut sauver. Il parle de la vie. Il faut sauver des vies. C'est très parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Ah oui, et moi, je parle... Je vais aller jusqu'au bout. Pour finir. Oui, pour finir. Il faut qu'on parle à moi, je parle également de sauver également des vies. Des vies qui ont besoin de manger, c'est-à-dire pour vivre. Il faut manger pour vivre. Oui, ils ont vraiment besoin de manger pour vivre. Voilà. Et quand vous regardez ces bonnes dames-là, ce n'est pas des gens qui font des chiffres d'affaires énormes. C'est peut-être 500 à la fin de la journée. Et les 500, c'est automatique. Elles dépensent automatique. Il faut lui dire que sa place pour prendre les 500, c'est dans le marché et non au bord des voies. Vous défendez le fait que les femmes ne doivent pas aller dans le marché. En fait, c'est Hector qui défend ce que je ne comprends pas. Ce que moi je dis, c'est des propositions. Est-ce que les femmes doivent être rangées dans le marché ou pas? Je vais vous expliquer. Est-ce que les femmes doivent être rangées dans les marchés et libérer les trottoirs ou pas? Écoutez, je vais vous dire. Je dis qu'il y a une question d'indiscipline qu'il faut régler. Et cette question d'indiscipline qu'il faut régler, ce n'est pas seulement en disant à la police d'aller faire le gars. La police a d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Oui, mais est-ce que les femmes doivent quitter les trottoirs ou pas? Je dis et je répète, organiser. Il y a des gens qui sont là pour organiser les marchés. Il y a des gens qui sont des responsables. Et même les femmes sont organisées entre elles. Elles ont comment on appelle, des représentantes. Si on le leur explique très bien, quelquefois même ces dames-là, il y en a parmi elles qui ont leur, comment on appelle, leur étalage, leur stand dans le marché. Et la naisse est sur les trottoirs. Parce que quoi, l'acheteur qui vient, la personne qui vient acheter, il vient par le bord de la voie. Donc celle qui l'accoste le premier va vendre. Toi, tu es dans le marché là-bas, tu restes les bras croisés. Non, on a dit d'être discipliné, il ne faut pas. Donc finalement, tu ne vendras rien. Donc elles ont tendance à venir. Vous les encouragez à venir sur les trottoirs. Autrement dit, vous ne prenez pas la peine de m'écouter. Je dis, réorganisons les dames. Expliquons-leur que non, désormais, il faut s'asseoir
véritablement. Mais c'est ce que les autorités font tout le temps. Et voilà, et c'est ce qu'ils font tout le temps. Si ce n'est pas fait, il faut trouver d'autres moyens. Et ce n'est pas seulement en déployant... Bon, on n'a qu'à commencer par les ramasser alors. En déployant la police, tous les jours sur le terrain. Moi, je ne savais pas que ce sujet aurait autant d'intérêt pour vous. C'est un sujet très important. C'est une question de vie. Il y a la vie qu'il faut sauver derrière. Parce que moi, je vois le nombre de camions qui longent la voie du marché d'Akasato. Regardez, et ça pourrait ramasser ces bonnes dames-là. Voilà. Donc finalement, on dit quoi? On dit la même chose. Organiser pour mieux discipliner. Ce n'est pas déployer la police sur le terrain et accuser les policiers, accuser les CA. Non, c'est pas qu'il faut accuser. Parce que la détermination des dames est grande. Vous savez. Donc, pour leur enlever cette détermination, c'est ça la il faut étouffer la détermination. Voilà. Mais pour l'étouffer, il faut leur parler. Il faut les réunir, il faut les organiser, il faut leur expliquer les choses une à une. Et si possible même leur dire, ok, désormais, les vendeuses de piment, vous restez ici. De sorte que le marchand qui vient, il sait que les vendeuses de piment sont ici. Les vendeuses de tel, vous restez. Il faut mieux les organiser. Vous avez dit un truc tout simple tout à l'heure. Vous avez dit juste Et puis, on va parler juste après le départ de la police. Vous avez dit quelque chose qui est très important. Attendez, s'il vous plaît. On va parler amour. Il faut arrêter. Vous avez dit juste après le départ. Vous avez dit juste après le départ de la police. Vous avez dit juste après le départ de la police, ces mêmes dames-là reviennent. Ça voudrait dire qu'elles ont pris la décision de défier une institution républicaine. Ça ne se passe nulle part ailleurs. On ne peut pas permettre que des bonnes dames défient notre police. D'accord, la police prendra ses dispositions. Ce n'est pas possible. Merci Ouma, merci Hugues. Il va falloir redescendre dans la société pour mieux comprendre ce qu'il dit. Là maintenant, on est sur un plateau de télé. On va vous faire un bain dans les marchés. C'est toi Hector, parce que Hector le légaliste, le rigoureux. Je vais vous dire une chose, la responsable de marché, la responsable de marché, à qui vous demandez d'organiser ses consoeurs, vous pensez un instant qu'elle manque de sensibiliser ses consoeurs? Elle le fait, mais à force qu'elles viennent pour dire ne vous installez pas le long des trottoirs, ces personnes-là pensent que c'est parce qu'elles ne veulent pas qu'elles autres puissent faire un très bon chiffre d'affaires. Et ça crée encore un autre problème sociologique. On vous dira qu'elle est jalouse de vous, ainsi de suite. Et donc, par conséquent, quand on se retrouve dans un état, à un moment donné, il faut sincèrement prendre les responsabilités. Il faut assumer, il faut sévir. Quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Pourquoi on a pris les sous de l'État aujourd'hui pour construire autant de marchés? C'est ça qui, moi, m'embête. Est-ce qu'on peut parler amour maintenant? On peut y aller. Bon, alors, merci. Merci les femmes. Merci à vous. Ouma Adianju, merci à vous. En tout cas, dès qu'on va y arriver, vous comprendrez que c'est la meilleure solution. On ne souhaite pas qu'il y ait un drame, parce que c'est quand le drame va se passer qu'on va trouver que la police ne joue pas sa fonction. Je salue Marc Goudianou, je salue Carole Olaye, je salue Laurent Roland-Toniquet, je salue également le rédacteur en chef de Tado FM, Henri Niambonnet. Voilà. Et tous ceux-là qui sont amoureux surtout, et Marc Goudianou, c'est un grand amour. Lui là, son amour même là, on ne peut même pas en parler. Actu décalé.